Est déjà en forme en ce début de saison. Les Héroltais ont remporté hier le trophée des champions en dominant Saint-Raphaël 32-27. La reprise du championnat, c'est mercredi. Et puis un mot de cyclisme. Un nouveau leader au Tour d'Espagne. Le Français Rudy Mollard a cédé son maillot rouge à Simon Yates à l'arrivée de la 9e étape hier. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée. L'invité du jour. C'est la reprise de l'invité du jour, 7h45 en direct et en vidéo via notre page Facebook également. Ce matin, le président du conseil départemental de l'Allier, Claude Riboulet, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous le dites dans le numéro de reflet d'Allier, un président un président et d'une manière générale, tout le monde avec une énergie décuplée. C'est ça la rentrée? Oui, c'est ça la rentrée, parce que la pause estivale a été courte en fait. Et là, on a un certain nombre de chantiers à poursuivre ou à initier. Donc il faut revenir, entre guillemets, de cette période estivale avec beaucoup d'énergie et de volonté, mais je puis assurer que l'équipe majoritaire du département n'en manque pas. On va parler de tout ça, notamment avec ce bilan et ces perspectives à mi-mandat pour la majorité départementale. L'actualité, c'est donc la rentrée. Le conseil départemental de l'Allier a en charge les bâtiments des collèges. Évidemment, il y a 13 000 collégiens dans le département. Il y a des gros chantiers, notamment localement, avec Jules Ferry, qui est une des principales enveloppes dans le cadre du plan collège. Sur le bassin de Montluçon, oui, c'est le collège Jules Ferry qui est en pleine phase de travaux. On avait fait d'ailleurs avec mes collègues une visite du chantier il y a quelques mois. Mais vous évoquez les bâtiments. Le département n'a pas que les bâtiments des collèges dans sa responsabilité. C'est aussi la restauration scolaire. Et on a effectivement, là encore, vous parliez d'un peu plus de 13 000 collégiens scolarisés. Mais on a 2 millions de repas qui sont préparés par les agents du département, cuisiniers et adjoints chaque année. C'est un travail pour la qualité de cette restauration scolaire et puis pour lutter aussi contre le gaspillage. Et puis on essaie de travailler aussi avec quelques collèges volontaires sur un meilleur accès à la culture pour les collégiens, plus du financement de sorties pédagogiques, éducatives. Voilà. Donc c'est globalement que le département accompagne les collégiens. Je me permettrai d'ajouter, c'est aussi les enfants qui sont transportés, pas simplement au niveau du collège, par le service de transport du département. La compétence est à la région, mais c'est toujours le département qui en assume au quotidien l'organisation. Et ça reste gratuit? Et ça reste gratuit. C'est compliqué, ça le restera encore? Alors on a un engagement de la part de la région pour que sur la mandature actuelle, dans l'Allier, il y a 3 autres départements comme nous qui avaient la gratuité des transports à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, mais en tout cas que dans l'Allier, jusqu'à la fin de cette mandature, ça ne soit pas remis en cause. Moi j'y tiens et je ferai tout ce qui est possible si d'aventure ça venait à être malmené pour qu'on garde la gratuité des transports scolaires dans notre département. Vous parliez des cantines, effectivement, on a fait un certain nombre de points presse l'année dernière pour tout ce qui a été fait en matière de lutte contre le gaspillage, notamment sur le plus de produits locaux dans les cantines. Est-ce qu'on va aller plus loin cette année? Est-ce que c'est possible? C'est possible, évidemment. Tout ça dépend de 2 facteurs. Le premier, c'est que ceux qui passent les commandes n'oublient pas de consulter la plateforme AgriLocal. Vous en avez fait la promotion, cette plateforme. Et je continuerai d'en faire la promotion pour avoir des circuits non seulement courts, mais en plus des circuits qui nous permettent de mettre dans l'assiette des enfants des produits de qualité. J'ai l'habitude de dire que dans l'Allier, on produit bien, on produit bon et on produit sûr. Et je crois tout simplement que c'est ce qu'attendent les parents des enfants qui sont scolarisés. On produit bien, parce qu'il n'y a pas de problème dans l'Allier de maltraitance animale, par exemple. On produit bon parce que les produits sont effectivement savoureux. Et on produit sûr parce que tout ce qui est sanitaire est parfaitement contrôlé. Un mot également sur le numérique, on en parlera d'une manière générale, mais le numérique va s'inviter dans les collèges, c'est déjà un petit peu le cas. Vous allez, je crois, lancer une expérimentation cette année pour le Wi-Fi, c'est au collège de Ghana, c'est quelque chose qui est amené à se développer? C'est quelque chose qui est amené à se développer et là on a souhaité être pragmatique. Bon, les collèges sont déjà équipés depuis longtemps d'ordinateurs portables, ce qu'on appelle les classes mobiles, de vidéoprojecteurs, de tableaux interactifs. Il y a une question qui se pose pour les années à venir et qu'il s'agit d'anticiper. Alors excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le BYOD en anglais, Bring Your Own Device, apportez votre propre matériel. Parfait. Et c'est la question de savoir si effectivement demain, il faudra que le département équipe 100% des enfants de terminaux mobiles, ou si on va vers l'idée que les enfants apporteront eux-mêmes la tablette qu'ils ont chez eux ou le grand smartphone qu'ils ont chez eux. Bien évidemment, notre rôle, ça sera de garantir à ceux qui n'en ont pas, d'en avoir un à disposition. Parce que ça pose question, effectivement. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire, avant d'acheter du matériel, regardons comment avoir un système sans fil qui permette de connecter l'outil qu'utilisera l'élève, que ce soit le sien propre ou que ce soit celui qu'on lui mettra à disposition. Donc expérimentation cette année et éventuellement... Ensuite, on passera sur des phases de généralisation. À partir de l'année prochaine. Voilà. Pour ces rentrées dans les collèges, vous serez aujourd'hui à Jaligny et puis demain à Jean-Jacques Soulier. Demain à Jean-Jacques Soulier, c'est symbolique. Je voulais faire une rentrée avec les 6e dans un collège
en secteur rural, c'est le cas de Géligny, un collège en ville, étant entendu qu'il n'y a pas de distinction en termes de soutien et d'investissement de la part du département pour les collèges ruraux ou pour les collèges dits urbains. Vous voyez, on avait annoncé en 2015 un plan de 48 millions d'euros de travaux sur les collèges sur la mandature. En fait, on va largement tenir cette enveloppe, on va même dépasser cette enveloppe. Et quand on a annoncé que l'éducation était pour nous une priorité jeunesse, ça n'était pas qu'un discours, c'est aujourd'hui une réalité. C'est la première fois depuis que je siège au département, c'est-à-dire en 2001, que les crédits annoncés sont véritablement consommés, c'est-à-dire que les travaux sont vraiment faits et qu'on en fera même un peu plus. Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier, est en direct avec nous, 7h50. C'est la mi-mandat pour la majorité départementale, élection en 2015. Les prochaines, ce sera en 2021. Je crois qu'il y aura une réunion publique le 10 octobre à Montluçon pour parler de ce bilan. Le 10 octobre, et cette même semaine-là, il y aura 3 autres réunions publiques sur les bassins de Montluçon, Vichy, Moulins et 100%. Bon, quel bilan vous faites évidemment de ces 3 ans? Vous le dites dans le reflet d'Allier notamment, on est arrivé avec une situation compliquée. Est-ce qu'aujourd'hui le département de l'Allier est vraiment sur les rails? Alors une situation compliquée, c'est un euphémisme. C'était en fait pire que ça. En 2015, à la fin de l'année, on était quasiment en cessation de paiement pour pouvoir verser sur le compte des bénéficiaires l'aide personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, la prestation de compensation du handicap pour les personnes handicapées et le RSA pour les personnes en insertion. Il n'y avait pas les crédits. Le mois de décembre, on pouvait ne pas être payé. Et donc, il a fallu faire des efforts considérables et demander à tout le monde de faire des efforts. Ça a été le travail un peu compliqué mais courageux qu'a mené mon prédécesseur Gérard Deriot avec l'ensemble de la majorité, et il fallait vraiment remettre ce département sur les rails. Bon, aujourd'hui on est, je vais être raisonnable, en convalescence. Tout n'est pas encore parfait, mais on retrouve maintenant des marges de manœuvre, on a assaini les finances, on a désendetté la collectivité et on a retrouvé des moyens pour mener les politiques pour lesquelles nous avons été élus. Ça ne veut pas dire pendant 3 ans qu'on n'a rien fait d'autre que de faire de la gestion budgétaire. On a quand même avancé sur un certain nombre de dossiers. On parlait des collèges et des enveloppes consommées, c'est la démonstration. On remet de l'argent sur les routes alors que les crédits étaient très insuffisants, et ça c'est déjà du concret. Et puis les aides aux territoires et aux communes ont atteint des niveaux sans précédent. Aujourd'hui, il y a 2 communes sur 3 dans l'Allier qui sont aidées par le département pour leurs travaux, pour leurs projets, pour la voirie, pour les bâtiments, pour tout ça. Et ça concerne l'ensemble des habitants de l'Allier. Il a fallu faire des choix, avec certains programmes supprimés. Vous êtes d'ailleurs fait tacler par l'opposition là-dessus. Vous l'assumez ça totalement? Les choix, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, je le redis. Soit on est en cessation de paiement, soit il fallait faire des économies. Effectivement, c'est le rôle d'une opposition que de tacler, comme vous dites. Ce qui est quand même un petit peu surprenant, c'est que cette opposition connaissait la situation, savait qu'il y allait avoir des difficultés, mais les a pas anticipées pour des raisons électorales à l'approche des élections cantonales. Les perspectives sur ces 3 prochaines années, je crois qu'il y a 5 priorités suite à une consultation avec les Bourbonnais qui ont été mises en avant. Il y en a une qui concerne particulièrement le bassin montluçonnais, mais pas que. C'est la santé notamment. Est-ce qu'il y a des choses à venir qui vont arriver? Malheureusement, elle ne concerne pas que le bassin montluçonnais. Bien sûr, mais c'est une problématique très connue ici. Je la connais malheureusement aussi bien que vous. Sur commenterie. On a cette difficulté pour trouver des médecins généralistes. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les difficultés s'empilent. On a le problème des médecins généralistes, ça c'est des généralités. On a parfois le problème des kinés. Et on a parfois le problème des dentistes. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai été élu, j'ai installé une commission spéciale qui travaille sur l'offre de soins. Elle a rendu son premier bilan à la session du mois de juin. Et on va aller vers des propositions très concrètes dès la session d'octobre. On a déjà commencé, par exemple pour les kinés, à pouvoir intervenir pour favoriser l'installation des kinés en les aidant à investir dans le matériel. C'est-à-dire élargir le dispositif Wanted notamment. Exactement, c'est exactement ça, c'est un élargissement du dispositif Wanted. Il y a encore beaucoup à faire. La question, et l'enjeu, c'est que tous les départements et tous les territoires à caractère rural sont dans la même situation, et donc on est en plus en concurrence entre nous. Il n'en demeure pas moins qu'on va quand même aller sur un certain nombre d'expérimentations, notamment par rapport à ce qu'on appelle la e-santé et la télémédecine. Pour favoriser parfois l'accès à un pré-diagnostic ou pour pouvoir faciliter le parcours du patient et fluidifier l'agenda du médecin. Comment ça va se passer? Les investissements sera fléché vers quoi finalement? Vous avez des choses par exemple qui fonctionnent. Je vais prendre un exemple, il est sur Moulins pour la médecine des étudiants, où ils ont équipé de ce qu'on appelle des cabines de télémédecine qui permettent, avec l'assistance d'un infirmier ou d'une infirmière, de faire un certain nombre de pré-diagnostics avec un médecin qui est à distance. Vous savez, je me dois, par honnêteté, de dire que notre approche à la médecine généraliste va probablement évoluer. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, quand moi je vais chez l'ophtalmo, la première personne, c'est pas l'ophtalmo que je rencontre, c'est l'assistant qui me fait
la batterie d'examen pour voir où j'en suis dans ma vision. Ensuite, je vois le médecin spécialiste. Malheureusement, si on est hospitalisé, la première personne, c'est pas le médecin chef de service qu'on rencontre, c'est les infirmières pour faire la collecte des diagnostics. Et excusez-moi d'exagérer un tout petit peu, et dès que j'ai le nez qui coule, je vais tout de suite voir un médecin généraliste. Donc on a sans doute un rapport à la médecine générale qui va évoluer dans les années qui viennent. Il y a besoin de médecins, je dis pas qu'on s'en passera, tant s'en faut, au contraire, mais sans doute qu'il faudra qu'on les rencontre quand on aura véritablement pu qualifier en amont par un prédiagnostic qu'on a besoin de rencontrer le médecin. Et ça s'installerait où concrètement dans... Ça peut être dans les maisons pluridisciplinaires de santé. Le territoire départemental en est plutôt bien maillé. Ça peut être dans des pôles étudiants, comme j'évoquais celui de Moulins il y a quelque temps. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans les espaces des maisons d'accès de services au public, le cas échéant. Voilà, ça travaillera bien évidemment avec les territoires. Le numérique sera également une des priorités, on n'aura pas le temps de tout évoquer. C'est même, j'allais dire, si vous me permettez, la priorité. Dans des départements qui sont des départements et des territoires comme le nôtre, dont il faut bien reconnaître qu'ils sont fragilisés, qu'ils sont aussi en concurrence avec des territoires où il y a des métropoles ou des très grandes villes. Moi, ce que je crois, c'est que le numérique est un atout qui nous permettra de rester dans la course. Et c'est un domaine dans lequel on a pris aussi beaucoup de retard dans ce département. Dans 3 ans, vous savez ce que vous allez faire ou c'est encore trop tôt? Dans 3 ans. Prochaines élections départementales. Écoutez, je suis élu au conseil départemental depuis 2001. J'ai été réélu en 2008, j'ai été réélu en 2015. Donc là, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté en ce qui me concerne. En 2021, je serai candidat de nouveau aux élections cantonales. 20 secondes pour parler de la situation à Commentry, fermeture des guichets en gare. L'opposition a lancé une mobilisation, vous y participerez? J'ai déjà saisi par courrier la direction régionale de l'SNCF parce qu'il n'y a pas que Commentry en plus qui est concerné. Il y a Gala et il y a Saint-Germain-des-Fossés. Il y a des contacts qui sont en cours. C'est malheureusement une annonce qu'on avait déjà eue en 2014. Bon, alors, vous voyez, c'est aussi un paradoxe et j'ai l'habitude de dire les choses. On parlait de numérique. Et c'est vrai que le fait de pouvoir acheter ses billets en ligne, de pré-réserver son voyage par Internet, a aussi comme conséquence qu'on a moins de monde qui vient fréquenter le guichet. Sauf qu'il reste des personnes qui fréquentent les guichets parce qu'elles n'ont pas accès, ce qu'on appelle l'inclusion numérique. Alors il faut trouver des solutions absolument pour que ces personnes-là continuent d'avoir un service. Je le dis comme je le pense. Oui, c'est mieux que ce soit le guichet de la gare de Commentry sans ambiguïté. L'essentiel surtout, c'est que des personnes qui n'ont pas accès à Internet puissent avoir accès au service. Claude Ribollet, président du conseil départemental de l'Allier, merci d'avoir été avec nous ce matin à 7h56. L'invité du jour. Ne manquez pas la grande braderie.